travailler sans se subordonner à un emploi. Il est extrêmement qu'il fasse la jonction avec la forme de militance que les syndicats et les partis de gauche, je ne parle pas du Parti socialiste, hein, ont eu, parce que c'est avec cela qu'ils ont conquis ce que le patronat détricote en permanence, le salaire à la qualification, la cotisation, le code du travail. C'est sur cela qu'il faut que nous nous appuyions pour aller plus loin que ces conquêtes. Le salaire à vie, la propriété d'usage des entreprises, mais c'est ce que tentent au demeurant de faire les coopératives d'activité et d'emploi, hein, en mutualisant les prestations de services pour pouvoir introduire une forme de solidarité, en mutualisant les prestations de services pour pouvoir éventuellement financer des prêts qui ne passent pas par le système bancaire. Mais encore une fois, même avec 70 000 ou 100 000 personnes qui pratiquent cela, nous ne pouvons pas en espérer une alternative au capitalisme. Parce que la centralisation financière qu'opère le capitalisme, ce qui lui donne son pouvoir énorme sur nos vies et sur le travail, est sans commune mesure avec ce que nous pouvons faire en mutualisant les prestations de services de 100 000 salariés. Alors certes, il faut le faire. Je ne serais pas ici si je pensais que ça ne sert à rien. Je crois que toutes ces coopératives d'emploi et d'activité sont sur une position utile. Mais n'oublions pas que par exemple, le mouvement coopératif a échoué. Hein. Les SCOP, il y a 50 000 salariés. Au bout de 150 ans, il y a 50 000 salariés pour 25 millions d'actifs. C'est-à-dire que c'est un échec. Parce que faire à côté du capital, du travail concret, sans conquérir des institutions macroéconomiques à l'échelle nationale, c'est rester dans la marginalité indéfiniment, voire pire, c'est fournir du travail pour le capital en pensant qu'on n'en fournit pas. Donc, sur quoi je voudrais insister comme chercheur sur les questions de sécurité sociale, je voudrais insister sur le fait que toutes les initiatives alternatives, il n'y a pas d'ailleurs que les coopératives d'emploi d'activité, ça peut être une forme associative, etc. Toutes les initiatives alternatives qui fleurissent aujourd'hui et dont il faut se réjouir, ne peuvent avoir une portée anticapitaliste et non pas être un accompagnement marginal de certaines dérives du capital, ne peuvent avoir de portée anticapitaliste que si elles s'unissent, si elles assument les institutions macroéconomiques de la sécurité sociale, du salaire à la qualification, du code du travail, si elles participent avec tous ceux qui dans les syndicats et les partis de gauche aujourd'hui sont convaincus qu'on ne peut plus continuer à se battre comme on le fait depuis 30 ans, où on va à la défaite permanente, s'allient avec ceux qui dans les syndicats et les partis se battent pour qu'on généralise, on généralise le salaire à vie qui existe déjà pour 12 millions de personnes. Il y a 12 millions de personnes en salaire à vie. Hein. Les fonctionnaires, la moitié des retraités sont en salaire à vie. Ils sont libérés du marché du travail, ils peuvent travailler en étant payés sans avoir d'employeur, hein, sans mettre en valeur de capital. Je rêve d'ailleurs pour ce qui me concerne, et je vais commencer début juin, que les 7 millions de retraités, il y a 15 millions de retraités dont la moitié sont dans la survie, mais que les 7 millions de retraités qui ont réellement un salaire à vie mettent toutes leurs compétences au service
des coopératives d'emploi et d'activité et de toutes autres initiatives. Après tout, nous sommes 7 millions qui savons travailler, qui avons un salaire, on n'a pas besoin de nous payer. Si à 7 millions nous entrions dans ces entreprises pour contribuer à leur chiffre d'affaires, sans qu'elles aient à nous payer, puisque c'est la Sécu qui nous paye, nous anticipons ce qui devrait être le statut de tout le monde, être payé par une caisse et non pas par une entreprise, alors nous allons contribuer à faire sortir ces coopératives de la marginalité, et d'une forme éventuelle, même si c'est absolument contre leur gré, d'accompagnement de l'ubérisation de la société. Je pense que là, il y a une responsabilité considérable des retraités. Et il faut que les retraités arrêtent des bénévoles, des gens qui sont trésoriers de leur club de foot, conseillers municipaux. Il faut arrêter tout ça. Les retraités ont une expérience du travail, une capacité de travail. On les fait passeter dans des trucs inutiles. Il est temps qu'ils se mettent à faire de la production marchande, non pas dans des boîtes capitalistes, bien sûr, ils ne seront pas cons au point de mettre leur capacité au service du capital, évidemment, hein, mais qu'ils mettent leur capacité au service de ces initiatives multiples, qui sont souvent le fait de leurs enfants, en demeurant, hein, vu leur âge. Alors pas dans la boîte de leurs enfants, ils ne vont pas les emmerder, mais dans toutes ces initiatives-là. Hein, il n'y a pas beaucoup de retraités ici, je m'en réjouis d'ailleurs, parce qu'en général, quand on est en tout cas en milieu syndical ou politique classique, on a un auditoire de retraités, mais je fais un appel depuis Nuit debout aux retraités pour qu'ils en finissent avec le bénévolat, avec des activités qui restent en marge de la vie économique et qu'ils mettent toutes leurs capacités, sans avoir à être payés, au service des entreprises marchandes, anticapitalistes, ou en tout cas pour qu'elles le deviennent, parce qu'elles constitueront enfin une alternative de masse. Ne serait-ce qu'il n'y ait que 3 millions de retraités qui s'y mettent, nous allons multiplier par 10 les membres, ou par 100 les membres des coopératives d'activité. Bonjour, donc je suis économiste de formation, sociologue de fait et aujourd'hui juriste, avocate de défense des coopératives d'activité d'emploi après l'intervention de Bernard et comme disait une amie féministe, Rosie Braidotti, c'est nos meilleurs amis, mais parce qu'on aurait préféré de mieux. Voilà. Donc, je vais défendre les coopératives d'activité d'emploi après l'attaque de Bernard. Donc... C'est pas une attaque, j'ai dit qu'il y a un risque d'accompagner l'ubérisation dès lors qu'on n'a pas la masse spécifique et que finalement on permet à des travailleurs indépendants dont la valeur est ponctionnée par le capital d'exister. C'est tout. Bon. Et j'appelle les retraités à y venir, au contraire, donc c'est au contraire un appel à y venir pour les rendre avec une masse de travailleurs suffisante pour être une alternative à la production marchande capitaliste. Je vous en prie, monsieur, laissez parler la défense. Donc, alors, depuis comme Pauline l'a dit, j'ai travaillé pendant 10 ans, grosso modo 10 ans avec la coordination des intermittents et précaires. Et depuis il y a un problème, comme ça va mieux. Okay. Donc depuis 2012, j'accompagne la coopérative Copanam et puis aussi une autre coopérative avec laquelle Copanam est fortement liée, qui est Oxalis, dans une recherche-action. Alors, qu'est-ce que c'est une recherche-action? J'y reviendrai grosso modo par la suite en expliquant ce que je fais, ce qu'ils font plutôt. Donc mon regard il est extérieur, je suis chercheur, mais je fais de la con-recherche, c'est-à-dire de la recherche avec eux, dans une recherche qui est tout à fait particulière puisque vise à accompagner un projet particulier qui est celui de devenir une mutuelle de travail. Je vous expliquerai ça aussi.
Avant d'avancer, je voudrais d'abord savoir une chose. Est-ce que quelqu'un avait entendu parler des coopératives d'activité d'emploi avant, à part les gens des coopératives d'activité d'emploi? Merci. Personne ne connaît. Donc, si, vous connaissez bien? Une personne, deux. Bon, je vais prendre une petite parenthèse pour expliquer qu'est-ce que c'est les coopératives d'activité d'emploi. Donc, tout d'abord, c'est une histoire qui est inventée par une femme et qui a été racontée par des femmes. Donc, si vous voulez lire quelque chose sur les coopératives d'activité d'emploi, vous trouverez des ouvrages signés par des femmes. Dont Elisabeth Bost, qui a créé la première coopérative d'activité d'emploi en 1995. Je vous laisse résoudre le problème de l'eau. Je continue. Donc, les coopératives d'activité d'emploi sont créées en 1995 dans un contexte que vous connaissez. C'est une activité rigolote. Un peu de coordination, s'il vous plaît. Non, mais attention aux affaires qui sont dehors. Là-bas, voilà, c'est là-bas, là-bas. Voilà, c'est bon. Attention aux affaires qui sont dehors, là-bas, pour prendre l'eau. Vous attendez par là, faites gaffe. Attention. Attention. Sur derrière. Bravo. C'est bon? Je vais répondre. Donc, je disais, la première coopérative d'activité d'emploi a été créée à Lyon en 1995 à l'initiative d'Elisabeth Bost. Et une coopérative d'activité d'emploi, elle naît, si vous voulez, et se développe sous le fil du rasoir des politiques néolibérales de l'emploi. Donc, une coopérative d'activité d'emploi, c'est quoi? C'est une coopérative d'indépendants, porteurs de projets, qui sont accompagnés dans le développement de leur activité par la coopérative et que dès lors que l'activité génère un chiffre d'affaires, ils sont salariés par la coopérative. Donc effectivement, c'est un dispositif qu'on peut voir comme un dispositif de portage salarial, voire une pépinière d'entreprise, voire un incubateur. Donc exactement, va mobiliser tous les dispositifs, toutes les orientations des politiques néolibérales de l'emploi. Et pourtant, c'est quelque chose de différent. La première chose, c'est une SCOP. Donc c'est une entreprise de personnes et non pas de capitaux. Ce qui n'est pas une petite chose, ce n'est pas un petit détail. Mais la véritable innovation, qui est il y a un problème, non? La véritable innovation vient du fait que, avec Copanam, qui a été créé en 2004, les coopératives d'activité d'emploi font un bond vers un projet complètement nouveau, qui est celui d'aller vers une entreprise partagée. Donc il ne s'agit plus de développer sa propre activité individuellement, mais de développer son activité de manière indépendante vers un projet d'entreprise partagée. C'est qu'il change complètement la nature même des coopératives d'activité d'emploi et lui donne une empreinte politique beaucoup plus importante. Donc Copanam, qu'est-ce que c'est Copanam? On peut dire que c'est tout d'abord une entreprise politique. Avant d'avoir un modèle économique, elle développe un modèle politique. Politique pourquoi? D'abord parce qu'elle s'inscrit à la fois dans le refus du salariat. Effectivement, il y a cet élément qui est très important, mais il y a aussi le refus de devenir entrepreneur de soi, selon le modèle néolibéral, devenir tous entrepreneurs de soi. Donc, un refus de l'auto-entrepreneuriat, un refus de l'activité indépendante. Donc, ces salariés sont des entrepreneurs salariés, c'est-à-dire qu'ils sont entrepreneurs et salariés, et en réalité, avec la figure de l'entrepreneur salarié, on est dans un au-delà, et de l'entrepreneuriat individuel, et de l'entrepreneuriat, quelque part, et du salariat. Donc, c'est une figure qui quelque part, dessine une alternative aux figures binaires du salariat qui était le travail salarié et le travail indépendant. Elle est politique
puisqu'elle opère sur la dispersion du pouvoir. Dispersion du pouvoir et récomposition du collectif. C'est-à-dire que les instances de Copanam visent à une horizontalité, visent à réduire donc le pouvoir de la direction pour lui attribuer une fonction de direction et non pas un pouvoir de direction, et de multiplier les instances de sorte à que les choix soient véritablement des choix collectifs, donc qu'ils soient atteints par consensus, etc. Donc, quelque part, c'est véritablement un laboratoire politique et c'est aussi une entreprise, comme fabrique instituante. Instituante au sens de Castoriadis, ça veut dire quoi? Que toute institution est la combinaison de l'imaginaire, d'un imaginaire et de dispositifs, de moyens d'action. Copanam articule toujours cet imaginaire qui est ce qui est à l'œuvre dans tous les moments de rencontres collectives qui se multiplient sous différentes formes et la mise en place immédiatement, penser ensemble, des moyens d'action. Donc, elle fabrique des nouvelles institutions. Donc, quelque part, elle s'inscrit dans un au-delà des institutions existantes, tout en utilisant les institutions existantes, dont les institutions du salariat, mais un salariat sans subordination. Et pour conclure, parce que je pense avoir pris tout mon temps, je dirais que Copanam déplace la question que historiquement s'est posée la gauche, qui était que faire, sur comment nous allons le faire. Donc, prendre en main son histoire et la fabriquer, voir dans quelle mesure nous sommes à même de fabriquer une entreprise autre, une entreprise diverse. Et comment élargir, je laisse la parole à Aurélie. Merci Antonella. Bon, on parle très bien de Copanam. Donc je vais peut-être redire des choses que Antonella a dit, mais avec mes mots, donc sûrement moins habituée aussi à parler comme ça en public. Donc je vais rester quand même concentrée sur mon papier, tout en me regardant. Voilà, je sais que vous êtes là. Donc moi je suis salariée, si je mets de l'eau sur mon papier ça va pas aller du tout, salariée associée de Copanam depuis 2009, salariée depuis 2007 et coprésidente du conseil d'administration de Copanam depuis 1 an et demi. Donc c'est vrai que l'intitulé coprésidente du conseil d'administration de Copanam, ça en jette. Et je l'utilise très rarement, donc rien que de le voir là sur les affiches, ça me faisait... voilà, bon ça en jette, je peux frimer un petit peu. D'autant plus que finalement, comme vous l'a dit Antonella, le pouvoir à Copanam est très partagé. Donc ce titre est symbolique et effectivement il peut en jeter, il peut avoir son intérêt, mais j'ai pas plus de pouvoir que d'autres administrateurs, ou voire même que d'autres associés. Voilà. Donc en dehors de la formulation, et donc de ce caractère-là, il est un peu pompeux, ça reflète quand même, quand on se présente, une complexité qui est qu'on dit on est salarié de Copanam, mais on est aussi associé de Copanam. Et en plus, moi, je suis coprésidente du conseil d'administration. Et donc, ça reflète un peu ce que c'est que de travailler dans une CAE comme Copanam, mais aussi comme d'autres CAE avec qui on est amis, dont je vais là aussi parler, comme par exemple Oxalis, mais j'en reparlerai d'autres, comme Smart. C'est qu'on est tous en fait pas seulement salariés, pas seulement entrepreneurs, pas seulement associés, mais on est aussi, on est tout ça en fait. Et après on va pouvoir accepter des mandats selon notre motivation, notre disponibilité, en sachant que tout ça tourne. On est coprésident pendant 6 ans maximum, en général ça va être plutôt 3 ans, et puis voilà, après ça va faire d'autres, etc. Donc, en plus de faire son métier, d'apprendre à entreprendre, parce qu'il y a aussi des gens à Copanam qui rentrent à Copanam et qui ne savent pas du tout ce que c'est que faire son métier, fixer ses prix, faire des factures, et comment on entreprend. On va aussi s'impliquer en même temps et progressivement dans la structure de Copanam et dans son organisation. Et on a vocation, donc tous les salariés ont vocation à devenir sociétaires, donc d'où le statut de SCOP. Alors là,
peut-être que donc Antonella demandait si vous saviez ce que c'est que l'ICAE, donc on a vu que vous n'étiez pas très nombreux. Par contre, une scope, est-ce qu'il y a plus de mains qui s'élèvent? Voilà, alors il y en a un peu plus, alors voilà. Et donc les SCOP, c'est une société coopérative ouvrière de production et qui fait que oui, on est tous une voix, une personne. Et ça veut dire qu'on est tous à un pied d'égalité, que tout le monde peut construire le projet et parler. Donc, alors au préalable, parce que là j'ai dit de me présenter, hein, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Au préalable, je voulais juste rappeler, parce que je parle de Coupanam, et je vais beaucoup parler de Coupanam parce que voilà, c'est mon entreprise, ma scope. Mais il faut savoir que Coupanam a aujourd'hui 11 ans. Non, pas aujourd'hui, mais voilà, ça devient difficile là, hein. C'est de la concurrence. Coupanam a une dizaine d'années déjà. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on est dans une dynamique nouvelle depuis une année de changement d'échelle. Donc là, je peux rebondir sur ce que j'ai entendu précédemment, c'est que effectivement, on a commencé petit, mais qu'aujourd'hui, on est 800 personnes à Coupanam et que le changement d'échelle, en fait, c'est l'ouverture vers autre chose qui s'appelle Bigre. Et donc Bigre, en fait, c'est un projet qui va regrouper plusieurs CAE, dont Smart va nous parler, je pense, voilà, c'est ici, mais aussi Oxalis, qui est une CAE nationale, mais aussi Vecteur d'activité, par exemple, qui est une CAE de Grenoble, et aussi Escop, La Forge, etc. Donc je ne vais pas tout citer, ça ne sert pas à grand-chose, mais pour vous dire qu'il y a une volonté de s'ouvrir et de changer d'échelle pour peser aussi davantage, et pas rester, voilà. Ça va, vous m'entendez? Parce que le bruit, ça va. C'est dur. Ouais. Donc voilà, juste pour vous rappeler ça, qu'en préalable, que Coupanam est vraiment engagé dans ce qui s'appelle Bigre, engagé via des sociétariats croisés, beaucoup de rencontres entre nous, et on est vraiment dans une dynamique qu'on appelle bigresque. Donc je ne vais pas forcément beaucoup parler de Bigre, mais en fait on est là-dedans maintenant. Donc maintenant, effectivement, je vais revenir aussi sur ce titre après le salariat, puisque quand on en a parlé entre nous de ce titre, on s'est dit c'est drôle parce qu'effectivement nous on envisage le salariat, mais vraiment c'est pas comme on pourrait le définir aujourd'hui, le salariat classique, mais il n'empêche qu'effectivement une CAE on est salarié. Et on est salarié, ça nous permet ça va pas être possible pour d'autres. C'est des conditions extrêmes. Je continue, hein. Vous m'entendez quand même. Hein. Ok. Moi, je dis quand même oui, qu'effectivement, oui, après le salariat, mais après un salariat, on dirait un salariat classique, Coupanam propose une alternative au salariat classique, mais tout en ayant choisi de rester dans le salariat. Puisque on est là, on est salarié de Coupanam, c'est-à-dire qu'on va cotiser pour l'assurance chômage, on va cotiser pour la sécurité sociale, on va cotiser pour la retraite. Et donc on va aussi nous bénéficier des droits, des mêmes droits que tous les salariés, parce qu'il n'y a pas de raison que quand on en a besoin, on ne puisse pas en bénéficier. Donc c'est vrai que c'est vraiment le choix qui a été fait par les fondateurs des CAE. Alors après, un salariat non subordonné, comme le disait aussi Antonella, puisque nous sommes autonomes dans la gestion de nos métiers, de nos activités. Donc après, il faut bien sûr expérimenter dans un collectif d'autres relations de travail. Il s'agit d'être autonome, de travailler selon des valeurs communes, de travailler avec un collectif, c'est-à-dire chacun ne fait pas ce qu'il veut dans son coin. Il y a des indépendants, il y a des groupes qui viennent, des collectifs qui viennent à plusieurs pour développer une activité dans Coupanam, mais c'est pas un collectif d'indépendance. Dans le sens, on est autonome, mais on a une vision collective. On ne fait pas dans notre coin, on se voit souvent et on construit collectivement des choses. Donc Coupanam est une alternative à la création d'entreprises classiques.
On va pouvoir développer un métier, plusieurs métiers à l'intérieur d'une même structure. On peut pousser la porte de Coupanam à plusieurs ou seul, avec un projet d'activité. On peut y développer plusieurs métiers. Et Coupanam, comme par exemple Oxalis, donc une autre CAE de Bigre, sont des coopératives multi-activités. On va voir qu'il y a des coopératives aussi qui sont plus spécialisées. Donc les restrictions en fait de profession pour ces coopératives sont liées à des questions de réglementation et d'assurance, comme voilà, dans l'architecture, le bâtiment. Voilà. Ça c'est une petite chose. J'ai la concurrence avec l'eau. Donc voilà pour la première partie. Alors ensuite, Coupanam, et là on donnait là de la bien expliqué. Coupanam est donc une scope. Donc ça veut dire que l'on a tous vocation à devenir sociétaire et faire vivre. L'objectif c'est de faire vivre une gouvernance partagée et collective. Alors dans la pratique ça se traduit comment? Je vais vous dire concrètement à Coupanam. Donc parce qu'une attention très forte est portée à la vie démocratique et à sa mise en œuvre. On essaye de ne pas juste dire que c'est démocratique, on essaye dans la pratique voilà, que ça mis en œuvre pour que le pouvoir soit partagé réellement. Donc concrètement, il y a beaucoup d'espaces de décision, d'échange, des espaces de création. Il y a un maximum pour permettre qu'un maximum de personnes puissent s'investir, pour partager ce pouvoir. Il y a beaucoup de réunions, il y a des ateliers, des séminaires, il y a des commissions, commission du démocratie, commission développement économique, etc. Il y a des chantiers, il y a des comités, il y a des assemblées générales, des séminaires, des universités, donc il y a beaucoup de moments et l'orientation qu'on a prise, c'est de multiplier en fait ces moments pour que vraiment les prises de décision soient partagées. Et qu'on n'est pas. C'est vrai quand je vous dis que je suis présidente du CA, bah oui, mais bon, voilà. Donc tous ces instants, ces événements, ces moments partagés concourent à partager l'information. C'est important de ça, de partager l'information pour pouvoir construire un projet collectif qui va orienter les décisions prises dans les instances. Donc on expérimente beaucoup l'intelligence collective à Coupanam. Donc ça c'est une expérience que vous devez vivre, je suppose ici assez intensément et que nous on vit aussi et voilà, qui est assez même impressionnant parfois. Là je vais poster parce que je sens que je dépasse le temps et que bon, ça on pourra peut-être en parler après. Donc il faut voir effectivement qu'à Coupanam on parle aussi d'école de la coopération parce qu'on n'est pas soumirant dans Coupanam, Caillet, c'est bon, on sait coopérer, on sait ce que ça veut dire, on est plus touché par voilà, toutes les mauvaises choses sur lesquelles on ne peut pas être d'accord voilà, dans le monde extérieur. Donc il faut tout le temps, c'est un combat aussi, hein. La coopération, ça s'apprend, c'est un combat, ça se pratique. Et c'est vrai qu'à Coupanam, on parle d'école de la coopération parce qu'on arrive avec ce qu'on a déjà peut-être un certain bagage, mais il y a vraiment toutes sortes de gens, toutes sortes d'expériences et l'école de la coopération, ça prend du temps et puis ça doit se remettre tout le temps en question, c'est pratique. Donc pour conclure, j'explose. La baseline de Coupanam, c'est faire société. On reste à Coupanam pour vivre de son métier. On reste à Coupanam pour vivre de son métier, de ses métiers. Mais l'ambition des coopératistes et des coopérateurs, c'est aussi que ça va au-delà de l'activité économique, que ça a été un vecteur. C'est par le métier que voilà, on va pouvoir travailler sur les valeurs de coopération. On a eu des universités il y a 2 jours, l'université d'Ygrès, c'est un Coupanamien philosophe que j'ai cité, Stéphane Robineau. Il y a participé activement et il disait il s'agit de travailler un art de vivre et en collectif, de se rassembler sans se ressembler. Il s'agit de mettre en lien nos principes et nos actes, de donner du sens à son travail, de gagner sa vie, hein, bien sûr,
de rendre cohérent nos façons de travailler, nos ambitions politiques et sociétales. Il s'agit d'apprendre à coopérer, d'apprendre à rester bienveillant et d'avancer vers une vision commune et collective. Donc il y a des difficultés, bien sûr, c'est passionnant. Nos forces ne sont pas à 100% mobilisées vers la réussite financière de notre activité. Et donc quand on a des difficultés, ce qui est bien, c'est qu'on est un collectif et que vraiment, voilà, il y a des vrais défenseurs, on a des difficultés individuelles et collectives et qu'on a le collectif pour essayer de trouver des solutions et avancer. Donc là maintenant aujourd'hui, on est toujours là-dedans avec, juste pour reboucler sur cette volonté de changement d'échelle et de plein de choses à venir dans le cadre de débat. Voilà. C'est un peu long, mais... Bonjour, je m'appelle Sandrino Gracetta. Je vais essayer de faire court parce que je crois que c'est pas évident pour vous tous, pour nous tous. Et l'essentiel a déjà été dit. Je voulais juste ajouter un certain nombre de petites choses. Donc, dire de où je viens. Donc, je dirige une organisation qui s'appelle SMART. SMART, ça signifie Société Mutuelle pour Artistes, parce que c'était au départ de notre histoire, l'objectif était d'aider des personnes qui travaillent dans le secteur artistique à vivre correctement, transformer le fruit de leur travail par des rémunérations légales. Voilà. L'histoire a commencé, comme on dit en Belgique, en 1998, dans un quartier qui n'était pas si connu qu'aujourd'hui, qui s'appelle le quartier de Molenbeek, près de une des 19 communes de Bruxelles. Et le but était simplement de donner de l'information à des artistes pour qu'ils puissent transformer le fruit de leur travail, ou en contrat de vente de droits d'auteur, ou en rémunération salariée. Et puis petit à petit, l'association, puisqu'il s'agissait d'une association sans but lucratif au départ, a rencontré un tel succès que nos membres ont commencé à nous réclamer que l'on puisse développer d'autres services. Et au bout de presque 20 ans maintenant, nous avons développé un nombre de services importants qui sont des services à la fois administratifs, mais qui sont aussi des services qui permettent aujourd'hui à un peu plus de 75 000 personnes en Belgique, à peu près 10 000 maintenant en France, de pouvoir développer leur propre activité sans avoir à créer leur propre entreprise individuelle. Et donc c'est dans ce sens qu'on s'est progressivement rapproché du mouvement des coopératives d'activité et d'emploi. Notre histoire est différente, mais on s'est aperçu que nous avions beaucoup de points communs, puisque ce que nous cherchons, c'est à expérimenter un nouveau rapport au travail, et c'est vraiment de ça dont il s'agit. Alors je voudrais juste répondre à Bernard Friot qui disait les coopératives c'est un échec. Bon, je voudrais juste dire qu'il y a une forme le mouvement coopératif est un mouvement mondial et qui connaît des succès différents selon les pays et les réglementations. Alors les coopératives de production qui sont une forme de coopérative en France, du fait d'un certain nombre de statuts et du fait aussi qu'ils appartiennent à une histoire qui est plus celle du capitalisme ouvrier. En ce sens, les SCOP, les coopératives de production, n'ont pas emporté un succès important parce que tout simplement les ouvriers qui sont au départ les propriétaires de ces coopératives n'avaient pas toujours les moyens financiers de pouvoir vraiment jouer à égal avec le monde capitaliste classique. Ce dont on parle dans les coopératives d'activité, réunies dans Big ou Smart aujourd'hui, ça emprunte un certain nombre de choses au secteur coopératif, notamment la dimension du partage de l'outil de travail, mais aussi de la démocratie à l'intérieur de l'entreprise. Et je pense que notre ambition va un peu plus loin que celle traditionnelle des SCOP qui sont, de mon point de vue, vraiment l'idée du capitalisme ouvrier. Alors, ce que je voulais dire, c'est que qu'est-ce qu'on peut faire demain? D'une part, quelques propositions très concrètes. Je voulais dire l'importance de quelque chose qui s'appelle l'expérimentation sociale. Je crois que c'est très très important.
que l'on puisse continuer à expérimenter des choses. Je ne dis pas qu'on a trouvé des solutions, tu as raison, on n'a pas de solution définitive pour sortir du système capitaliste, ça c'est vrai. Mais je pense qu'on expérimente, que ceux qui expérimentent, on parlait d'Elisabeth ou d'autres personnes, prennent beaucoup de risques et qu'il manque aujourd'hui un cadre. Je ne suis pas beaucoup pour les cadres ou pour les réglementations, mais je pense qu'il faut quand même un droit à l'expérimentation sociale qui soit plus clair. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que ce qui divise aujourd'hui beaucoup le monde du travail, c'est la multiplicité des statuts et des régimes. Entre l'artisan, l'agriculteur, les professions libérales, l'auto-entrepreneur, le travailleur intérimaire. En réalité, le travailleur au sens salarié classique en contrat de travail à durée indéterminée, on le sait, on peut le regretter, mais c'est une réalité, est en train de baisser, le volume, la proportion est en train de baisser. Or, le monde syndical classique continue à regarder de manière prioritaire dans cette direction-là. Ils ont raison de défendre le salariat classique. Je ne crois pas du tout à la fin du salariat classique, et je ne le souhaite pas. Stigler disait l'emploi est mort, vive le travail. Je crois que c'est caricatural, c'est un titre d'éditeur, mais c'est caricatural. Les choses vont coexister, donc je suis pour qu'on puisse évidemment poursuivre la défense des intérêts des travailleurs classiques, mais je suis pour l'invention de quelque chose qui soit plus universel dans le droit du travail. Je crois qu'il faut, par exemple face à la maladie, face au vieillissement, face à ce que la protection sociale doit nous garantir, ça doit être beaucoup plus universel. Enfin, quand on doit subir un traitement pour une maladie grave, qu'on soit agriculteur, chômeur ou intérimaire, on a besoin des mêmes soins. Et donc il n'est pas normal aujourd'hui qu'il y ait des régimes qui protègent plus que d'autres. Il faut que tous ceux qui contribuent à apporter de la valeur économique contribuent en même temps puissent bénéficier d'un régime de protection sociale beaucoup plus universel. Et l'autre chose que je voulais aussi ajouter sur ce sujet-là, c'est que il faut regarder aussi en dehors de nos frontières. Et je crois que l'idée d'un pacte social européen, en sachant que les travailleurs sont de plus en plus mobiles, nos activités, la génération de mes enfants, il est fort probable qu'ils travaillent sur plusieurs pays. Il faut penser la mobilité des activités, des différentes formes d'activités, mais aussi la mobilité géographique, et attacher plus de droits à la personne, et donc inventer un régime européen universel de protection sociale. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui nous permettrait aussi de nous réconcilier avec l'idée européenne qui est en souffrance aujourd'hui. Et on sent qu'il y a des replis nationalistes très forts. Il faut donc que l'Europe, ça ne soit pas que l'Europe des patrons, ce soit aussi l'Europe des travailleurs. Et pour cela, c'est très important qu'on puisse inventer ce régime européen. Et pour terminer, par rapport à la question de l'ubérisation du travail, j'ai un ami qui s'appelle Michel Bowens qui travaille sur les communs et sur la théorie du pair à pair, et il me disait, on discutait de nos activités, il disait il faut smartiser Uber, c'est-à-dire il faut qu'on puisse reprendre la main sur cette économie collaborative. L'économie collaborative n'est pas une mauvaise chose en soi, on peut apporter aussi, y compris des progrès à des tas de niveaux. Je vois dans le domaine de la santé, il y a beaucoup de progrès qui sont liés à une meilleure partage des connaissances. Donc l'économie collaborative peut apporter beaucoup de choses, mais il faut absolument que le citoyen reprenne la main et reste propriétaire des données qu'il génère. Il faut faire Uber ou d'autres plateformes collaboratives sous forme coopérative, sous forme mutualiste. Il faut que ça appartienne à ceux qui créent la richesse, et il faut que ça reste entre les mains de ceux qui contribuent au partage. Et donc il ne faut pas rejeter l'économie collaborative, il faut s'y intéresser de près, et il faut tenter d'y rentrer pour faire changer
un peu la donne au niveau économique. Merci. Merci beaucoup pour votre présence et pour ces interventions dans ce contexte. On va quand même commencer les échanges, si ça vous va. Donc, je vais prendre les tours de parole. Je propose qu'on en fasse 3, puis les réponses, puis 3, puis les réponses. Je rappelle les signes de nuit debout. Donc ça, c'est quand vous êtes d'accord avec ce qui est dit. Ça, c'est quand vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est dit. Ça, c'est si vous avez une opposition radicale et que vous avez une proposition à faire en direct sur une intervention qui vient d'être faite. Et bon, les autres, normalement, ça devrait rester calme. Je pense pas qu'on va s'engueuler. Ça, c'est si c'est trop long. Voilà. Donc il suffit de lever la main, je noterai et vous interviendrez au fur et à mesure. Nicolas va noter vos paroles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question, une remarque? On va essayer de vous faire avancer beaucoup. En fait, moi j'aimerais bien que Sandrino Grassepa nous raconte un peu ce qui se passe en Belgique avec l'histoire des vélos, voilà, pour montrer comment c'est possible de peser, enfin que c'est pas qu'un doux rêve, mais que voilà. Donc je pense que partager cette expérience serait intéressant. Une seconde intervention. Ok. Moi, j'aimerais savoir comment vous espérez que les coopératives puissent survivre dans un environnement capitaliste. Est-ce que vous avez pensé à des subventions ou des choses comme ça par l'État? Et sachant que si on ne change pas les structures capitalistes, il y a toujours un système de domination qui reste. Peut-être qu'à l'intérieur de l'entreprise, il n'y a plus de domination et d'intelligence collective, mais pour payer un investissement, vous allez payer un taux d'intérêt à une banque. Donc il y a toujours quelqu'un qui va s'approprier une partie de la valeur créée à laquelle il n'a pas contribué. Donc c'est pour remettre en question aussi la possibilité de survie et la capacité d'émancipation réelle de ce système. Je ne sais pas si vous l'avez abordé, mais en France on a aussi un système qui est assez intéressant, qui a ses limites, parce que le système fait que il pose un cadre limite. C'est la loi, l'association loi 1901, qui permet de créer une structure sociale pour créer des projets. Alors principalement c'est beaucoup utilisé dans le secteur artistique, puisque ça permet de créer basiquement des compagnies pour des projets à long terme. Toutefois, moi je trouve vraiment le modèle très intéressant, parce que c'est un modèle qui permet de créer des projets communs mais toutefois la limite, alors pour moi je trouve la limite de la loi 1901, c'est que grosso modo, pour ceux, je ne sais pas si vous connaissez, c'est que grosso modo le président trésorier sont des gens qui ne peuvent pas avoir d'intérêt dans l'activité de rétribution ou limitée à 500 €. Du coup, il y a un modèle, je trouve, qui est assez intéressant dans la loi 1901, qui serait peut-être à développer pour permettre la création. Alors, je sais que la COP est un peu dans ce sens-là, mais là aussi ses limites. Du coup, je pense qu'il y a une réflexion à avoir là-dessus. Voilà. Juste pour répondre peut-être dans l'ordre sur la question sur les coursiers à vélo. Donc vous avez remarqué à Paris, comme à peu près dans toutes les grandes villes en Europe, prolifèrent des nouveaux coursiers qui livrent. Ça marche surtout quand il pleut, par exemple. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas aller au restaurant, ils se font livrer. Ils passent par une plateforme qui s'appelle Take It Easy ou Deliveroo. Et puis ils se font livrer leur repas au prix du restaurant sans avoir à se mouiller. Bon, le problème, c'est que le pic d'activité, c'est quand il pleut. Donc dans des villes comme Bruxelles, quand il pleut, faire des livraisons en vélo, c'est encore plus dangereux, surtout qu'il y a des rames de tram un peu partout. Alors, juste pour répondre, qu'est-ce qu'on a fait, nous, Smart, qu'est-ce qu'on vient foutre là-dedans, dans cette histoire de livreur à vélo, c'est tout simplement parce qu'en Belgique, il n'existe pas l'équivalent français de l'auto-entrepreneur. Et donc pour des étudiants qui veulent travailler pour ces plateformes,
c'est pas simple parce qu'ils sont obligés de créer une vraie entreprise, plus compliqué que de se déclarer via une plateforme sur l'auto-entrepreneuriat. Et donc, beaucoup d'étudiants sont venus chez Smart en disant ben, nous on veut faire ce petit job. Et donc voilà, et donc on a accepté sans trop savoir où on mettait les pieds. Et puis on s'est aperçu assez vite que d'une part ça a augmenté puisque nous avons aujourd'hui plus de 900 coursiers à vélo qui sont salariés de Smart à Bruxelles. On s'est aperçu que les conditions n'étaient pas très bonnes de rémunération par les plateformes, mais du fait qu'on est nombreux, on a mis quand même plusieurs mois, mais à négocier avec les deux principales plateformes, Take It Easy et Deliveroo, des conditions un peu plus avantageuses que celles qu'ont les coursiers en France qui travaillent sous le modèle auto-entrepreneur. Pour faire bref, quand ils sont ici le soir et qu'ils attendent, ils sont ici pourquoi? Parce qu'ils sont géolocalisés et qu'ils sont près de beaucoup de restaurants. Et ils attendent tous ici, pas uniquement parce qu'ils sont contents de venir à Nuit debout, ils attendent ici parce qu'ils ont plus de chances d'obtenir une course. Et obtenir une course, c'est obtenir une rémunération. Sinon, ils peuvent rester 3 heures sans être rémunérés. La différence avec le système qu'on a mis en place, c'est que les mêmes qui sont place Flagey à Bruxelles et qui regardent la magnifique fréterie de la place Flagey, à partir du moment où ils ont démarré leur service, ils sont payés. Et donc vous voyez l'avantage du salariat, encore une fois, par rapport à la vision de l'entrepreneuriat individuel. Donc c'est principalement ça, ils sont payés quand ils travaillent, même s'ils n'ont pas de course. Et puis après, il y a d'autres droits associés qu'on a réussi à négocier, un programme de prévention, l'entretien des vélos, un certain nombre d'avantages comme ça, annexes, en plus de la rémunération. Voilà ce que je voulais dire sur cette question-là. Je vais laisser Antonella sur les associations. Voilà. Je voudrais répondre à 2 questions. Peut-être Aurélie aura des choses à ajouter concernant le financement des coopératives d'activité d'emploi. D'une part, les coopératives d'activité d'emploi, certaines sont reconnues sous le dispositif de l'insertion. Et par conséquent, ils bénéficient de financement public, déjà. Mais cette part de financement public, il est en baisse par rapport à l'évolution du chiffre d'affaires et il est destiné à baisser en fonction des transformations aussi internes à la coopérative, notamment à Copanam, qui vise à réduire ce besoin de financement par les institutions publiques. Mais elle est financée sous la base du fait que rentre un dispositif d'insertion. Concernant par ailleurs l'investissement, je rappelle quand même qu'il n'y a pas d'investissement propre de la coopérative, puisque c'est une coopérative de personnes qui travaillent de manière autonome. Donc il n'y a pas d'investissement propre. Il peut y avoir des investissements quand même. Par exemple, lorsque on veut créer des espaces de coworking, il y a bien des investissements à réaliser. Donc la question de l'investissement, elle est posée, mais sur la question du financement, je répète, le financement public, il est en baisse et destiné à baisser encore. Je voulais répondre aussi à une autre question. Bien entendu, la question n'est pas résolue. Et par exemple, là, il y a eu, organisé par Manufacture Coopérative, qui est une autre instance qui a été créée par Copanam et Oxalis, qui est une coopérative nouvelle, filiale de ces 2 coopératives, et qui a, disons, comme raison sociale, véritablement, la pédagogie de la coopération, et qui accompagne, par exemple, des collectifs à reprendre des usines, etc. Et Manufacture Coopérative organise des universités éphémères. Et la première université éphémère qui a eu lieu à Toulouse, dans un tiers-lieu, a posé largement la question justement des formes de l'autonomie par rapport à des instances financières. Et je dirais que, étant donné que, en particulier Copanam a des ambitions très grandes, je dirais presque de devenir une multinationale alternative, l'hypothèse aussi de créer une banque elle-même, elle n'est pas à exclure à terme. Mais donc les questions sont posées.
les questions sont posées, c'est pas n'importe avec quelle banque qu'ils travaillent, etc. Sur la question que vous avez posée des associations, moi j'ai travaillé pendant 10 ans avec les intermittents, dont le modèle est celui de l'association. Pour aller vite, l'enquête qu'on avait menée donnait lieu au résultat suivant, que les intermittents qui sont des salariés presque comme les autres au nom de la présomption du salariat, eh bien, grosso modo, 50% dans le spectacle vivant sont quelque part des entrepreneurs salariés. C'est-à-dire qu'ils sont des porteurs de projets, qui créent des structures ad hoc, donc des associations 1901, pour abriter leurs projets, etc. Or, contrairement à ce que vous dites, je trouve, par 10 ans de travail avec eux, que c'est des structures qui sont arrivées à la limite et qui ne répondent pas du tout aux transformations d'aujourd'hui. Et qu'il y a, à contrario, j'ai rencontré véritablement une grande résistance des intermittents à sortir d'un modèle qui je dirais, les berce dans un certain individualisme et que, à contrario, l'hypothèse de monter des coopératives d'activité d'emploi nouvelles pourrait porter quelque chose véritablement de nouveau, en sachant que par ailleurs, en tout cas, ils sont complètement, et vous devez le savoir très bien, ils sont soumis au contrôle mandataire, ils sont précarisés en permanence, etc. Parce que, en fait, ce n'est pas une réponse à la hauteur d'une transformation du marché du travail énorme. Peut-être on peut se battre pour maintenir, si vous voulez, le CDI, en sachant que dans les enquêtes que j'ai menées à Copenhague, j'ai entendu le plus souvent, jamais plus ça dans ma vie, et il faut faire les comptes avec ça, et que, en fait, que ce soit un choix ou une contrainte, aujourd'hui, le travail, les nouvelles formes de travail indépendant se développent de manière très large. On a deux possibilités. D'un côté, on est poussé effectivement à cet individualisme, soit parce qu'on est poussé en dehors de l'entreprise de manière violente, etc., soit parce qu'on est poussé à créer sa propre entreprise. On est véritablement poussé dans l'atomisation, dans un processus d'atomisation sociale. Et que peut-être la réponse, c'est pour ça que je pense que les coopératives d'activité d'emploi sont puissantes, parce qu'elles portent une réponse collective. Et ils rééduquent à la coopération, alors qu'on est poussé dans une logique concurrentielle dès le petit âge. Je veux dire, à 3 ans, on est déjà éduqué dans la concurrence. Et les coopératives travaillent véritablement cette désubjectivation pour réinventer une nouvelle subjectivité dans des dynamiques coopératives. Et je pense que le secteur du spectacle et des artistes aurait tout intérêt à s'intéresser à ça plutôt que rester enfermé dans ce modèle un peu individualiste. Je vais revenir sur les coursiers de Liège. Je dois dire que cet exemple me paraît très significatif du risque d'accompagnement de l'ubérisation de la société par des entreprises de portage salarial. Parce que nous nous battons pour qu'il y ait un salaire étudiant. Les coursiers étudiants, surtout sous la flotte, ou les étudiants qui sont chauffeurs Uber entre minuit et 3 heures du matin lorsque les taxis ne fonctionnent plus, moi je trouve ça absolument scandaleux. Et je ne vois pas du tout l'intérêt qu'il y a à détourner l'action de ce qui doit être l'action fondamentale. Syndicaliser ces personnes, premièrement, et deuxièmement, obtenir la transformation de leur statut en statut de salarié. C'est ça qui est absolument décisif. Sinon, nous allons bricoler des dispositifs qui, en fait, accompagnent la violence patronale qui ne veut même plus être employeur. Cela dit, une fois que j'ai dit ça, j'ajoute, que je suis absolument contre l'emploi traditionnel. Moi, j'ai bénéficié toute ma vie d'être hors emploi, d'avoir un salaire à vie, comme universitaire. Je revendique ça pour tous. Nous avons tous droit au salaire à vie. Je suis absolument contre l'emploi subordonné. Absolument contre. Mais je suis contre ce qui est pire que l'emploi subordonné. C'est-à-dire l'accompagnement par des formes de mutualisation trop faibles, par des droits trop faibles, de l'ubérisation de la société. Une fois que j'ai dit ça, j'ajoute encore que
ce qui s'initie à Copanam comme mode de travail collectif, de coopération sur lequel ont insisté les deux intervenants de Copanam, c'est un modèle qu'il faut absolument étendre dans les administrations. Les administrations sont des lieux de salaire à vie. Il faut absolument que les salariés et les administrations s'auto-organisent, que l'activité syndicale ne soit plus une activité de défense des droits, mais d'abord une activité d'auto-organisation. Et là, on trouve, dans toutes les formes de coopération qui se mettent en place, des modèles extrêmement intéressants. Et je réajoute qu'il faut absolument que les retraités arrêtent de bricoler dans le bénévolat et qu'ils s'inscrivent dans des entreprises alternatives, mais des entreprises alternatives, où il y a réellement un travail démocratique de coopération, et pas simplement une mise en commun à minima de quelques dispositifs, et deux, des coopératives qui aient un poids spécifique suffisant pour mutualiser leur valeur ajoutée à une très grande échelle. Le mouvement ouvrier nous a appris que ce n'est que si on conquiert des centaines de milliards, c'est le cas de la sécurité sociale, que l'on peut affecter à une activité non capitaliste un poids spécifique suffisant. Il faut donc que, à la fois, les retraités investissent massivement ces lieux, puisqu'ils sont déjà payés, qu'ils multiplient la vitalité de ces lieux, et deux, que ces lieux mutualisent toute leur valeur ajoutée afin de pouvoir assurer un salaire à vie à leurs membres et assurer un investissement hors de tout appel au marché des capitaux, et ainsi rester maîtres de leur investissement. En dehors de ça, je ne vois qu'un rôle d'accompagnement de l'ubérisation. Je voudrais vous permettre, parce que bon, j'avais prévenu que ça finissait un match de ping-pong. C'est toi qui vois un match de ping-pong, il n'y en a pas, excuse-moi. Oui, mais si, tu vas tout le temps. Parce que je voudrais quand même souligner une chose, que justement, le type de travail qui est fait par Copanam, je répète, c'est des salariés, c'est-à-dire qu'on récupère les institutions du salariat, celles qui valent, qui ont du sens, c'est-à-dire toute la partie socialisée du salaire, mais on refuse une partie de la dimension salariale qui est le lien de subordination. Alors, concernant l'action soi-disant syndicale, à Copanam, il y a les instances. Copanam aujourd'hui fait 950 personnes, grosso modo, 950 membres. Il y a les instances de représentation du personnel. C'est assez compliqué dans une entreprise sans patron, parce que c'est des entreprises sans patron. Qu'est-ce qu'on va faire des instances de représentation du personnel? Et c'est très intéressant de voir qu'est-ce que ça veut dire dans ces entreprises. Ça veut dire justement travailler sur une chose en particulier, parmi d'autres, qui est celle de reconnaître le type de lien, disons, la forme d'hétéronomie qui se développe aujourd'hui en absence de lien de subordination, notamment par rapport aux donneurs d'ordre. Donc c'est la capacité aussi d'avoir une action, je dirais, syndicale de défense des droits de ces travailleurs dans un contexte de transformation des relations de travail. Et donc l'histoire, je vous rappelle quand même qu'en Europe, aujourd'hui, ça représente, ces figures nouvelles, représentent plus de 30 millions de personnes. Qu'en France, c'est une progression importante depuis 2004. Okay? Et que donc, qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'il y a là une forme d'organisation sous la forme coopérative et qui a des fonctions, je dirais, syndicales. Qui a le pouvoir dans l'entreprise? Tous. C'est-à-dire Tous. à part égale. À part égale. Alors, je propose qu'on refasse un petit tour de questions. Donc ceux qui n'ont pas encore posé de questions sont prioritaires et les femmes sont prioritaires.
Oui, bonjour. En fait, moi, mon souci avec les SCOP et les CAE, c'est à mon avis leur incompatibilité intrinsèque avec la division du travail social nécessaire aujourd'hui, et c'est pour ça qu'à mon avis, elles ne s'étendront jamais à l'ensemble des activités. Et en effet, comme ça a déjà été dit, je trouve que le problème de maîtrise de l'investissement, c'est un vrai problème, et ce qui fait que vous restez toujours en marge du capitalisme, et comme l'a dit Bernard Fréot, en accompagnement. Mais donc voilà, sur l'insertion des activités des CAE et des SCOP dans la division du travail social nécessaire, entre guillemets, à la production d'aujourd'hui. Oui, moi je travaille dans l'éducation populaire, je suis responsable et je suis de plus en plus embêtée par rapport justement à cette notion du salariat parce que on se retrouve, moi j'ai l'impression que je me retrouve en porte-à-faux, c'est-à-dire que je forme de plus en plus de bénévoles qui ne sont pas payés, qui travaillent dans le social, notamment l'accompagnement à la scolarité. Et juste un petit exemple, la dernière fois on a monté avec un centre socio-culturel un travail avec les étrangers en binôme. Et ça a pris beaucoup d'ampleur, ce qui fait que d'autres centres socio-culturels nous ont contactés pour nous demander si on pouvait basculer sur l'alphabétisation. Si on basculait sur l'alphabétisation, ça veut dire prenait la place des salariés qui travaillent justement sur cette alphabétisation. Et donc, quelque chose dont quelque chose que je n'avais pas du tout perçu il y a quelques années, du tout. Pour moi, c'était un acte militant de former des bénévoles qui travaillent dans le social, qui créent du lien social. Et là, tout à coup, depuis un an, je me dis, oui, il y a un truc qui ne va pas, il y a une sorte de dédrapage, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, où en fait, les bénévoles prennent la place des salariés. C'est juste une question pour Trio qui parle d'un cadre national. Et je voulais savoir en fait comment il envisageait de développer aujourd'hui le programme qui sera mis en avant uniquement dans un cadre national et toutes les conséquences que ça pouvait amener dans un contexte comme celui que l'on vit. Moi je voulais faire un témoignage puisque je suis depuis 10 ans à Copanam. Je suis rentrée sur une activité individuelle évidemment. Maintenant ça représente une toute petite partie de mon activité puisque en fait à plusieurs coopérateurs on a créé une marque sur laquelle on intervient. Je me suis investie dans la manufacture coopérative et je dirais que ça n'a plus tellement de sens. C'est qu'avec vraiment d'anciens clients que je travaille à mon nom propre. Je voulais aussi répondre sur qui a le pouvoir. Comme dans toutes les coopératives, les SCOP, c'est une personne, une voix. Donc en fait, c'est tous les associés. Alors c'est vrai qu'il y a un conseil d'administration, mais aucune décision, toutes les décisions stratégiques sont prises en séminaire associé, sont discutées en réunion mensuelle où il y a les non-associés, de façon à ce que ça soit partagé. Alors c'est vrai que des fois, les décisions importantes prennent du temps, ça se compte en mois, des fois un an ou deux. De façon à ce que vraiment tout le monde y ait participé, qu'il y ait des groupes de travail, des commissions, etc. Et en général, quand la décision est prise, elle passe toute seule parce qu'elle a été énormément travaillée, partagée et décidée en commun. Je voudrais poser une question. Pour ma part, je suis tout à fait d'accord sur toutes ces alternatives sociales, coopératives et autres, mais je vais me situer dans le cas où le capitalisme demain n'est pas remplacé par un autre système. Avouez que c'est quand même probable. Hein, bon, enfin ça pour l'instant. Voilà. Je voudrais vous demander si vous seriez d'accord pour que dans les entreprises capitalistes où les actionnaires et encore plus le conseil d'administration décide de tout, y compris du salaire du PDG à 7,5 millions d'euros par an, si vous seriez d'accord pour qu'il y ait une cogestion, c'est-à-dire que 50% des administrateurs dans le conseil d'administration seraient les représentants des salariés, les 50% seraient les représentants des actionnaires, sachant que le PDG ayant une voix majoritaire. Voilà, qu'est-ce que, en attendant, hein, ça je m'adresse à ceux qui sont ici, en attendant la chute du capitalisme, c'est peut-être pas pour demain, hein, voilà, il a l'air d'accord, hein,
qu'est-ce que vous en passeriez? Parce que ça aurait deux avantages. C'est que d'une part, le salaire du PDG quand même serait pas forcément de 2,5 millions ou 7 millions ou 11 millions d'euros par mois. Hein. Et puis deuxièmement, de limiter la rémunération des actionnaires. Voilà, c'était une question. Bon, juste un dernier témoignage et ensuite on fait les réponses et il y aura sans doute un autre tour de questions. Oui, bonjour, moi je voulais juste donner un témoignage sur, pour illustrer le fait que la libéralisation, la précarisation, c'est des choses qui arrivent partout et dont on trouve toujours des bonnes raisons. Moi je fais partie d'un collectif de précaires à l'université qui est affilié au collectif national des précaires d'enseignement supérieur. Ce qui se passe à l'université, c'est qu'effectivement on a des gens qui ont un salaire à vie, mais de plus en plus, hein, comme on ne cherche pas à en augmenter le nombre parce que ça coûte trop cher, on fait tourner la boutique avec des masses de précaires. Notamment, on les fait tourner au niveau de l'enseignement en licence, où on accumule tous ces étudiants pour faire du fric pour la fac, et nous, on nous demande de gérer aux premières lignes. Donc on a décidé de faire des collectifs comme ça. Moi, j'en ai fait un à l'université Paris-Sorbonne. On a demandé des choses très basiques, hein, genre qu'on nous allège un peu notre charge de travail sur certains points, qu'on se coordonne un peu mieux entre collègues, etc. Et j'ai halluciné de la réaction qu'on a eue à une réunion de négociation avec nos collègues titulaires qui ont un salaire à vie. Ils nous ont dit, ils ont pourtant des gens qui ont soi-disant le cœur à gauche, ont trouvé tout un tas de justifications à notre précarisation. On a un syndicaliste, et ça je voudrais parler, le problème du combat syndical, c'est ça aussi, c'est qu'on a un syndicaliste qui jamais est venu nous voir, jamais s'est demandé quelle était notre situation, et qui là est juste venu parler pour nous dire que notre combat n'était pas légitime, qu'il ne fallait pas qu'on se trompait d'ennemis, etc., qu'on instrumentalisait le mouvement social. Donc voilà, ce syndicaliste du SNES, ce qu'il a dit, et il nous a juste désavoué publiquement. Quant à mes collègues titulaires, ce qu'ils ont fait simplement, c'est de trouver toutes ces bonnes raisons paternalistes pour dire pourquoi on était précaire, qu'on était des jeunes, qu'on était... voilà, ça c'est l'argument de la jeunesse, comme avec les livreurs à vélo, etc. Et moi, ça m'a vraiment laissé